Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro-Business qui fait le bilan des actions menées sur le continent, notamment la sous-région Afrique centrale par le Bureau sous-régional de l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, un poste occupé depuis quelques mois par Jean-Luc Mastaki, dont le bureau est spécialisé sur les politiques et les réformes relatives à la diversification économique. Dans ce numéro bilan, nous revenons sur les grands axes de l'année 2023 et les perspectives de la prochaine année, notamment en matière d'industrialisation et d'avancée économique. Retrouvons à cet effet M. Mastaki qui revient également sur les chantiers de la gouvernance, situation de conflit et d'après-conflit, résilience, prévention de nouvelles crises, pauvreté, inégalité. Bonjour Jean-Luc Mastaki et bienvenue dans Afro-Business. Merci et un plaisir encore une fois d'être avec vous. Alors nous sortons de l'année 2023 pour 2024 et nous faisons le bilan de l'année qui s'achève. Que peut-on concrètement retenir en termes de réalisation, de progrès et de challenge? On sait que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique promeut le développement économique et social de ses différents États membres et propose même des idées novatrices en incitant à l'action pour une Afrique habilitée et transformée. Vous vous inspirez notamment du programme 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Merci beaucoup pour cette question qui nous permet finalement de faire un peu le point sur ce que nous faisons comme bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Le bureau pour l'Afrique centrale est spécialisé. Il accompagne ces États dans la transformation structurelle des économies, mais en se focalisant sur la question de la diversification économique portée par une industrialisation dont le leitmotiv sera la zone de libre-échange continentale. Comment est-ce qu'en Afrique centrale, nous répondons à ces opportunités, mais aussi à travers une industrialisation que nous voulons inclusive et durable. Inclusive signifiant qu'elle puisse avoir un impact important sur les niveaux élevés de la pauvreté qui est la nôtre, mais aussi pouvoir en termes d'emploi à la grande majorité de nos populations qui sont jeunes. Qu'est-ce que nous avons fait par rapport à ces agendas, ces grands agendas auxquels vous avez fait allusion, qui sont l'agenda 2030 des Nations Unies, mais aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine? Nous nous sommes évidemment investis de façon plus prononcée dans la mise en œuvre de l'agenda de la zone de libre-échange continentale en Afrique centrale. Pourquoi? Parce que l'Afrique centrale reste la sous-région pour laquelle le commerce intra-régional est le plus faible lorsqu'on compare à d'autres espaces sous-régionaux au niveau continental. Nous sommes fiers de dire qu'après une année, tous les pays ont validé leur stratégie pour la ZLECAf. Le dernier qui nous restait, c'est la Guinée équatoriale qui a finalisé sa stratégie et qui pourra valider et l'adopter en début d'année. Et donc pour nous, nous sommes très fiers d'avoir répondu aux besoins de tous les États en termes d'identification des opportunités nationales, de soulignement des défis au niveau national et des orientations stratégiques pour pouvoir faire en sorte que la ZLECAf soit bénéfique pour les États, mais que ceci puisse aussi réduire les effets négatifs qui peuvent accompagner cette ouverture à une économie beaucoup plus large, beaucoup plus compétitive et beaucoup plus fluide. Au-delà des stratégies nationales, nous sommes fiers de dire que nous avons réalisé un exploit en permettant à la sous-région tout entière d'avoir une stratégie ZLECAf au niveau sous-régional, dans nos efforts d'accompagner non seulement la CEAC, mais aussi la CEMAC pour pouvoir aller vers des économies beaucoup plus intégrées et qui commercent davantage entre elles. Nous avons donc permis à la sous-région d'identifier les chaînes de valeur stratégiques et de pouvoir mettre le doigt sur les leviers qui pourront permettre à ce que la zone de libre-échange continentale soit un succès pour la sous-région. Nous ne nous sommes pas limités au niveau des politiques liées à la demande et à l'élargissement des marchés, mais nous avons aussi essayé de faire avancer l'agenda sur le développement des capacités productives de la sous-région à travers le développement du plan directeur d'industrialisation et de diversification économique au niveau sous-régional. Ceci nous a permis non seulement d'identifier des niches où la sous-région peut faire la différence à travers une production plus compétitive et qui lui permettrait de devenir un pôle d'exportation au sein du marché africain. Au-delà de cela, d'autres réflexions que nous avons menées, n'oubliez pas, nous sommes avant tout un think tank qui produit des idées
comme vous l'avez si bien souligné, pour un développement harmonieux de l'Afrique. Et de ce côté-là, nous avons eu deux autres grands chantiers. Le premier étant celui du développement de la comptabilité du capital naturel qui permettra à cette sous-région très dotée en diverses ressources naturelles de pouvoir mesurer la contribution de celle-ci à son PIB, mais aussi mesurer l'impact de la trajectoire de croissance que nous avons choisie sur la réserve de capital naturel que nous devons, selon d'autres penseurs, à des générations futures. Nous sommes dans les bassins du fleuve Congo, qui est un piège à carbone important sur le marché global, et nous devons être en mesure de bien mesurer pour pouvoir réclamer cet accompagnement financier à travers le financement innovant qui permettent à cette économie à continuer à se diversifier. Au-delà de cela, nous avons continué de façon concrète, troisième chantier, à mettre en œuvre les zones économiques spéciales qui sont pour nous des leviers pour une industrialisation rapide de la sous-région. Ainsi, au Congo, entre le Congo et la Zambie, nous avons été des pionniers pour faire avancer la question de la zone économique spéciale transfrontalière sur les batteries et véhicules électriques. Au Cameroun, nous sommes derrière le projet sur la transformation de bois pour pouvoir avancer vers des produits à valeur ajoutée en réponse à l'interdiction de la CEMAC de cette exportation de grumes non transformées. Nous sommes donc en train d'accompagner le pays pour qu'il puisse développer cette zone économique spéciale de Berthoud pour pouvoir répondre à cet enjeu-là. Au-delà de cela, d'autres réflexions vont vers la zone économique spéciale de fertilisants qui vise à mettre en valeur la réserve importante de potasse dont bénéficie le Congo-Brazzaville, la Pointe-Noire. Nous sommes encore au début, mais nous sommes en train d'avancer pour permettre à la sous-région qui dépend massivement des importations de fertilisants, surtout venant de l'espace Russie-Ukraine, affecté aujourd'hui par des perturbations. L'objectif étant de bâtir des économies résilientes et qui permettent à ce que l'agriculture soit au centre du jeu. Nous avons donc eu une année assez bien remplie par rapport à tous ces engagements-là et nous sommes fiers d'avoir réalisé l'essentiel de ce qui était sur notre programme de travail. Alors, en révision de votre stratégie, vous priorisez la participation active du secteur privé comme partenaire clé pour le développement du continent africain, une collaboration que vous avez engagée depuis de nombreuses années et même de nombreux mois, qui vise à favoriser la mise en place des politiques qui tendent aujourd'hui à créer un environnement propice à ce secteur. Où en êtes-vous et quelles avancées peut-on noter? Évidemment, on ne peut pas parler de la diversification économique ni de l'industrialisation sans le secteur privé. Nous, les moteurs de la croissance, les moteurs du développement et les secteurs privés, il faut l'impliquer dans les dialogues que nous organisons, il faut les mobiliser pour qu'ils puissent jouer le rôle qui est le sien, celui de moteur de l'industrialisation et du développement économique. Dans tout ce que nous avons fait, que ce soit des activités de renforcement des capacités, que ce soit des réunions visant à faire émerger un consensus par rapport aux enjeux de développement de la sous-région, nous avons toujours placé le secteur privé au cœur de cet exercice-là. La dernière réunion, notre réunion statutaire qui a porté sur la question des infrastructures et des normes de qualité, par exemple, nous avons souligné la nécessité de mobiliser ce secteur privé, que ce soit la myriade des petites et moyennes entreprises que nous avons dans la sous-région, mais aussi les grands acteurs, les multinationales, pour que nous ayons un dialogue inclusif et qui donne la place au secteur privé local, mais aussi international à travers des partenariats innovants pouvant permettre à ce que nos produits, les produits de la sous-région, soient non seulement compétitifs du point de vue coût, mais aussi compétitifs du point de vue qualité. Comment l'outiller pour qu'il puisse jouer un rôle important dans la zone de libre-échange continentale? On ne pourra pas y arriver sans eux, c'est eux qui produisent, c'est eux qui font circuler la marchandise. Et donc l'idée était de pouvoir les associer dans toutes les discussions pour comprendre et qu'ils inspirent les stratégies nationales en sachant ce qu'il faut faire pour leur faciliter la tâche. Et donc, nous sommes de façon permanente en dialogue avec le secteur privé pour lui permettre de jouer un rôle important dans la zone de libre-échange continentale. Au-delà de cela, c'est des discussions sur le financement dont j'ai parlé et qui nous permettent, nous, d'aller au-delà de discussions d'aide publique et de financement public pour pouvoir engager des discussions avec le secteur bancaire, pour pouvoir définir des véhicules financiers spéciaux qui permettront à ce que les secteurs privés locaux fassent partie des zones économiques spéciales, que ce ne soit pas des terrains de jeu des grands investisseurs étrangers seulement. Les mêmes instruments, nous voulons les porter vers toutes ces zones économiques spéciales que nous sommes en train de promouvoir, que nous voulons être des nouvelles générations.
c'est-à-dire qui donnent de la place au secteur privé local et qui sont essentiellement des agglomérations de petites et moyennes entreprises, qu'il y ait des facilités pour que non seulement les grandes, mais aussi nos petites entreprises locales qui constituent les chaînons par lesquels le développement social est infusé à travers la croissance économique, puissent participer à ces exercices. Nous sommes donc à tout moment dans nos réflexions, dans nos investissements, dans nos actions avec le secteur privé et nous essayons de comprendre ses besoins spécifiques pour renforcer ses capacités et avancer de façon harmonieuse pour une croissance inclusive. Nous reviendrons dans quelques minutes sur la rencontre de Bujumbura en début septembre, mais parlons tout d'abord de gouvernance des situations de conflit et d'après-conflit, résilience, prévention de nouvelles crises, pauvreté, inégalité. La CEA qui travaille avec les 54 États du continent propose des solutions au gouvernement, des avancées perceptibles jusqu'à ce jour, M. Mastaki? Oui, je vais tout de suite dire que les questions des conflits, comme vous l'avez bien souligné, hein, sont en corrélation forte avec la pauvreté, avec les inégalités et donc avec la qualité de la croissance que nous avons dans cette sous-région. Une croissance tirée par les matières premières est par essence inégalitaire. Et surtout qu'avec les avancées technologiques aujourd'hui, les industries extractives ne créent pas massivement d'emplois directs. Il faut donc réfléchir sur le modèle de croissance que nous avons qui nous permettent de créer massivement des emplois pour nos jeunes. J'ai dit d'entrée de jeu que c'est la grande partie de nos populations. Lorsqu'on leur assurera des perspectives économiques rassurantes, nous allons diminuer cette propension au conflit dans nos sous-régions. Première chose. Deuxième chose, la gouvernance de nos secteurs, qu'ils soient extractifs et autres, lorsqu'elle sera améliorée, elle pourra renforcer encore la résilience de nos économies et leur épargner des propensions au conflit. Pour la CEA, nous sommes beaucoup plus en train de travailler sur l'amélioration du modèle de croissance qui permet d'offrir des opportunités pour un grand nombre. C'est pour cela que je suis en train de parler plusieurs fois de l'économie, d'une croissance inclusive, celle qui permet évidemment à ce que les retombées de cette croissance-là profitent à la majorité et permettent à beaucoup d'échapper du piège de la pauvreté. C'est donc ceci est fait que nous allons nous assurer que nos populations jeunes ne sont plus à la merci de tout vendeur d'illusions par rapport aux conflits armés qui continuent à secouer certains de nos pays. Au-delà de tout ça, c'est de souligner encore que l'industrialisation est le seul processus qui permet de créer ces emplois de façon massive et durable. Beaucoup de nos économies sont infestées par un secteur informel dominant. Ce secteur informel ne permet pas aux uns aux autres, surtout à ces jeunes, d'avoir accès à des emplois décents, d'avoir accès aux avantages de la sécurité sociale, d'avoir accès aux outils qui leur permettent d'évoluer et de s'extirper du piège de la pauvreté. C'est pour cela que pour nous, nous sommes en phase avec le consensus des Douala en train de promouvoir une industrialisation inclusive qui permette à tous ces jeunes-là d'avoir des perspectives économiques dont le retour est plus élevé que le retour sur l'investissement qu'ils peuvent avoir en situation de conflit, de guerre. On revient donc sur la rencontre de Bujumbura au mois de septembre qui fait partie, entre autres, d'autres chantiers. On parle ici du travail en collaboration entre les différents bureaux, comme cela a été le cas entre les bureaux sous-régionaux de l'Afrique centrale et de l'Est au Burundi. Des initiatives porteuses, selon vous, pour l'avenir du continent africain? Visiblement, la réunion du Burundi, qui est la réunion statutaire pour nous, c'est la réunion des hauts experts issus des gouvernements qui nous permet, nous, souvent, chaque année évidemment, de pouvoir jeter un regard prospectif sur ce que nous voulons faire dans le futur, mais aussi rentrer dans la rétrospective et regarder ce que nous avons fait et comment nous sommes en train de réaliser nos résultats. Au-delà de cela, c'est des espaces où nous allons avec des discussions thématiques. Et cette année-là, la discussion a porté sur les possibilités de développement d'infrastructures de qualité, mais aussi des normes et standards qui permettent à nos produits de pouvoir être échangés facilement entre nous, mais aussi avec des économies développées. Lorsqu'on parle d'infrastructures qualité, on parle de la capacité des pays à pouvoir être source de produits d'origine de qualité et pouvoir le certifier. Et donc, donner des signaux au marché par rapport à la qualité des produits et pouvoir être en mesure de se soumettre
à une vérification des tiers pour s'assurer que la qualité des produits est là. On ne pourra pas commercer entre nous si les produits ne sont pas standardisés. Si ce qu'on appelle savon en poudre à Yaoundé n'est pas ce qu'on appelle savon en poudre à Kinshasa, à Bangui, il faut donc harmoniser. Et les réflexions à Kigali, à Bujumbura plutôt, ont tourné autour de cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions arriver à améliorer la compétitivité, qualité de nos produits et faire en sorte que les normes soient respectées. Et c'est cela, les véhicules par lesquels nous allons avoir un meilleur accès au marché. Les discussions ont été très bonnes, effectuées à Bujumbura, et nous ont permis non seulement d'identifier un certain nombre de points d'ancrage où nous pouvons consolider la collaboration avec les grandes institutions au niveau sous-régional comme l'ARSO et les autres, et l'UNIDO, l'ONUDI en français, pour pouvoir assurer que la petite et moyenne entreprise, la petite et moyenne industrie qui transforme le cacao à côté, qui transforme nos arachides, qui transforme le manioc et le maïs, puisse être au niveau où ils peuvent aussi standardiser leurs produits et s'assurer que les normes sont au diapason pour pouvoir avoir accès au marché extérieur. Une autre problématique, c'est celle de développement des normes propres à la sous-région, propres à l'Afrique, on va dire de façon générale. Parce que la plupart des normes que nous avons sont des normes de qualité qui ont été développées par les marchés des pays avancés, des pays du Nord, des pays développés. Mais maintenant que nous nous tournons vers les marchés intra-africains, il va falloir que l'Afrique ne soit pas consommatrice de normes, qu'elle ne soit pas seulement consommatrice de normes, mais qu'elle soit aussi productrice de normes. Et donc la réflexion sur comment nous pouvons créer des normes pour les produits qui intéressent le marché africain et qui n'intéressent pas le marché des pays développés, par exemple. Et au-delà de tout cela, c'est comment prendre en compte la dimension environnementale dans nos normes. Nous rassurer que la croissance, l'industrialisation que nous avons à promouvoir est verte, protège le capital naturel et que les normes et les standards de nos produits peuvent de façon claire souligner cette nature de nos produits-là. Parlons à présent des perspectives et de l'agenda 2024 du bureau sous-régional de la CEA qui a pour domaine de spécialisation les politiques et les réformes relatives à la diversification économique, alors que vous revenez justement d'Addis Abeba en Éthiopie. Très bien. Déjà, la semaine passée à Addis Abeba, c'était la grande messe de la CEA pour les évaluations et les projections et les perspectives pour l'année 2024. Pour nous, ça a été une occasion de non seulement jeter un regard sur ce qui est passé, comme je l'ai dit, mais aussi essayer de comprendre un peu les besoins de la sous-région, mais aussi les acquis que nous avons et que nous devons consolider pour pouvoir répondre aux besoins de notre sous-région pendant l'année 2024. Qu'est-ce que nous allons faire pendant l'année 2024? Ce sera d'abord bâtir sur les succès que nous avons réalisés l'année passée, c'est-à-dire passer l'étape où nous avons pourvu nos pays en stratégie sur la zone de libre-échange continentale pour pouvoir aller maintenant vers la mise en œuvre de ceci. Nous allons bâtir des partenariats stratégiques qui nous permettent de faire avancer la zone de libre-échange continentale sur le terrain. Et donc, nous allons maintenant nous engager résolument vers l'implémentation, la mise en œuvre de la zone de libre-échange au niveau continental. Et cette mise en œuvre consiste aussi à pouvoir renforcer les capacités productives. Nous allons engager des investissements beaucoup plus assidus dans le développement des zones de libre-échange, plutôt des zones économiques spéciales. Ce sera continuer ce que nous avons commencé à faire à Bertois, mais aussi étendre l'exercice à d'autres pays. Comme je vous l'ai annoncé, beaucoup de nos pays, l'ensemble des pays de la CEMAC, à travers le PREF CEMAC, ont établi que chacun d'eux pourra développer des zones économiques spéciales pour la transformation du bois. Nous voulons être pionniers dans l'accompagnement de ces pays pour cet exercice-là. Et donc, nous allons continuer à travailler sur ces questions de zones économiques spéciales que nous voulons étendre à d'autres pays. La Guinée équatoriale est intéressée par des questions d'agropole, c'est-à-dire une zone économique spéciale zone économique spéciale qui concrétise les ambitions de transformation des produits agricoles et alimentaires au sein du pays. Et donc, il s'agit de consolider la chaîne des valeurs agricoles et alimentaires pour pouvoir avoir un nœud où les produits de bonne qualité et à bon prix compétitifs pourront être réalisés au sein du pays. D'autres pays nous demandent de les accompagner pour les secteurs touristiques et donc la zone économique spéciale peut embrasser des questions de services. Sao Tomé et Principe nous demande de l'accompagner par rapport au secteur du tourisme, le Congo-Brazzaville aussi, mais aussi la Guinée équatoriale. Nous voulons, à travers la collaboration avec l'Afrique de l'Est,
à laquelle vous avez fait allusion, parce que l'Afrique de l'Est, on sait, c'est la sous-région africaine la mieux avancée avec l'Afrique australe sur les questions du tourisme. Nous voulons donc prendre les meilleurs de l'expérience de la CEE en Afrique de l'Est pour venir répliquer dans cette sous-région qui n'est pas très visible sur la carte du tourisme mondial, alors que les opportunités sont énormes. Le capital naturel lui-même, les routes historiques dans la sous-région peuvent nous permettre d'exploiter les opportunités du tourisme comme une avenue pour consolider la diversification économique. Et donc, pour nous, les chantiers, ce sera consolider les pas dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, mais aussi renforcer les capacités productives qui vont au-delà de l'industrie, la manufacture, pour remplacer les services, et ainsi de suite. Nous voulons aussi être visibles sur les chantiers du numérique. Le numérique en tant que moteur et driver de progrès économique dans différents secteurs et donc de façon transversale. Nous voulons que nous puissions accompagner nos pays et mobiliser le potentiel du e-commerce pour pouvoir faire avancer la zone de libre-échange dans la sous-région. Au-delà de cela, c'est d'autres utilisations, e-education, e-éducation, e-santé, ainsi de suite, et mobiliser le potentiel énorme qu'offre l'économie digitale pour faire avancer la sous-région. Et encore une fois, nous voulons que cette économie digitale reste inclusive et surtout qu'elle embrasse des questions liées aux gens, que la jeune fille, que la femme participe de façon résolue à cette économie de nouvelle génération et qui permettra en fait que la croissance soit inclusive et que ses effets puissent jaillir sur la grande partie de la population et donc des femmes. Nous voulons donc, sur ces chantiers résolus du genre, faire en sorte que nos stratégies et les CAF puissent aussi prendre en compte des besoins spécifiques et des défis spécifiques qui sont liés à la femme, qui reste actrice majeure du commerce transfrontalier dans la sous-région. Donc, nous avons commencé un chantier, nous allons continuer par rapport au renforcement de la dimension genre de nos interventions. Et au-delà de cela, pour boucler cette question du capital naturel, les instruments de mesure, nous venons d'accompagner le Cameroun avec, nous sommes très heureux de le faire, de commencer là où nous sommes, en développant le plan national pour les statistiques environnementales et économiques. Et donc, nous allons continuer à consolider le pas par rapport aux outils de mesurage de l'économie verte, de l'environnement, mais aussi de l'apport du capital naturel par rapport à notre modèle de croissance. Et au-delà de cela, ramener tout ça au niveau des COP29, au niveau d'autres entités où se discutent les questions de financement liées à la transition énergétique, les financements liés à la résilience par rapport au changement climatique. Alors, très rapidement, Jean-Luc Mastaki, je vous laisse partir, mais avec la question de savoir, quelques mois seulement après votre installation à la tête du bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique centrale, vous avez forcément des challenges et l'impulsion que vous comptez donner au travail sur le terrain. C'est ce qu'on veut savoir. Les challenges, il y en a, il n'en manque pas, mais c'est lorsqu'on les considère comme une barrière par rapport aux avancées que ça pose problème. Les challenges sont là, ils sont liés à l'environnement qui est le nôtre. J'ai dit que c'est un environnement économique qui est en retard par rapport à d'autres, il faut utiliser les mots qu'il faut. Par rapport au commerce, par rapport au volume d'infrastructures, nous sommes à la traîne par rapport à d'autres sous-régions africaines. Par rapport à l'exploitation des ressources naturelles dont nous sommes richement dotés et à la valorisation de celles-ci, nous sommes en retard. Nous continuons à exporter des produits bruts sans beaucoup d'efforts, de sophistication ni de diversification. Nous continuons à dépendre beaucoup plus du pétrole pour la grande partie de nos pays et nous connaissons tous les soubresauts des fluctuations des cours de pétrole et de matières premières en général sur nos économies. Et donc, ça, c'est un défi énorme pour une institution qui veut propulser le développement économique. Nous nous sommes engagés à travers cette décennie de la diversification économique à faire avancer les choses. Et pour moi, c'est un défi, mais c'est la première opportunité. Consolider cette campagne-là de la décennie de la diversification économique afin que nous puissions voir des résultats concrets en termes de changement de comportement pour nos décideurs politiques, mais aussi pour le leadership en général. Il n'est pas seulement politique le leadership. On tombe souvent dans cette erreur-là à penser que lorsqu'on parle leadership, on ne parle que des décideurs politiques. Nous parlons aussi du secteur privé. Encourager notre secteur privé à aller vers l'industrie et la manufacture, à aller vers des secteurs nouveaux qui nous permettent de quitter les sentiers battus et pour développer un modèle beaucoup plus intégrateur
et beaucoup plus inclusif pour le développement de la sous-région. Les défis que nous avons, c'est aussi cet effort d'intégration de la sous-région et d'alignement de nos communautés économiques régionales, que ce soit la CEMAC et la CEAC, à travers les efforts du COPIL, qui a été sous les leaderships du Cameroun pendant toutes ces années, et dont l'ambition est de pouvoir rationaliser les zones économiques, plutôt les communautés économiques sous-régionales, pour que nous puissions avoir une certaine lisibilité, une harmonisation de politique. Et nous allons donc continuer à travailler là-dessus. Et pour moi, c'est un défi, mais c'est une opportunité aussi pour engager les dialogues entre les deux communautés sous-régionales, mais aussi les acteurs allant au-delà de la zone franc pour embrasser d'autres pays qui ont d'autres expériences économiques pour que nous puissions avancer ensemble. Ça va être le bureau des ARCI, des coordonnateurs résidents des systèmes des Nations Unies, qui nous aident et mobilisent avec nous les PNUD, l'ONUDI, ONU Femmes et les autres, pour que nous y allons, comme on dit chez nous, en mode One UN, c'est-à-dire un système des Nations Unies bien coordonné, bien intégré, qui permet à ce que certaines idées forces développées par la CEA soient appropriées rapidement au niveau des États et que la mise en œuvre continue. Et vous l'avez si bien dit au début, c'est le rôle du secteur privé et du partenariat que nous devons tisser avec celui-ci. C'est lui qui va faire avancer un certain nombre de nos agendas et nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'avancer sans lui. On n'avancera pas, on va tourner en rond de façon harmonieuse dans les services que nous rendons à nos pays. Merci à vous, Jean-Luc Mastaki, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, en direct depuis Yaoundé. Voilà qui met un terme à ce numéro bilan des activités du bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Merci de nous avoir regardés. Vous pouvez également revoir ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram ou même encore sur YouTube. Très bonne suite des programmes en notre compagnie et à très vite.